Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Avenarius. Mais bonjour Gauthier. Alors on va le dire entièrement, Avenarius d'Ardronville, c'est bon ? Oui, c'est Avenarius d'Ardronville, ici même, incarné devant toi. Super, c'est presque un virelangue pour moi de le dire entièrement, du coup je vais t'appeler Avenarius, ça va ? Allez, pas de problème. C'est parfait. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas de surprise, mais il y a quand même la surprise du mot. Il va falloir que tu définisses selon ta personnalité le mot réussir. Ah, réussir. Ah oui, mais ça c'est... Évidemment, le mot, ça évoque tellement, ça touche tellement, je dirais, l'intimité psychique d'un individu, parce que réussir, ça veut dire... mille et une choses, ça dépend, je crois, vraiment de l'individu. Et pour toi, qu'est-ce que c'est la réussite ? Pour moi, la réussite, c'est d'aboutir sa pensée, en fait. Je me souviens d'une phrase d'Oscar Wilde qui disait qu'il avait voyagé en France et qu'il avait rencontré un vieillard qui lui avait dit « Je suis passé à côté de ma pensée ». Et je trouve cette phrase d'une violence. Ce serait la défaite, du coup. Et bien sûr, ça, c'est d'une violence inouïe. Donc j'essaie de ne pas avoir de regrets et de me lancer ça dans la vie, même en boitant, j'avance. Voilà. Et tu essaies d'être fidèle à tes idées, à tes rêves. Oui, bien sûr. Oui. En fait, quand on est ado, on a des idées sur le monde, et parfois elles sont un peu grandioses, un peu irréalisable, mais finalement, en s'acharnant un peu, on peut réussir. On peut réussir. Tout au moins à se rapprocher de sa vision idéale. Bien sûr. Est-ce que toi, du coup, comme tu parles de l'adolescence, est-ce que toi, ça a été, depuis l'adolescence, une envie de cinéma ou pas du tout ? Comment tu es arrivé au cinéma ? À quel moment Moi, je suis d'abord, pour moi, l'image, elle est littéraire. D'abord, elle est dans la littérature, dans la poésie. J'ai toujours lu les poètes depuis que je sais lire, je crois. Mm-hmm. J'ai toujours aimé rimer. Donc tu écris ? Toujours, j'ai toujours écrit. Pas un jour sans un vers. Hein. Et pour des raisons, je ne sais pas trop dire pourquoi, fondamentalement. Mais ce qui est vrai, c'est que l'époque, en fait, n'est pas du tout adaptée à la lecture, surtout la lecture poétique. On n'est pas au XVIe, hein, où les rois étaient entourés de poètes. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Est-ce que c'est un acte militant d'écrire et de lire de la poésie aujourd'hui pour toi ? Militant, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, concernant la création poétique, je pense qu'elle outrepasse de loin les mots. C'est des images, quoi. Oui, un tableau, une musique, un geste, une situation peut être poétique. Et alors finalement, le cinéma, c'est un art qui peut être total. Il y a une possibilité infinie, je crois, d'expressivité. Et puis de fait, c'est un peu un frigo. On congèle dans l'image des situations qu'on pourrait oublier. Et je trouve que le cinéma dans toutes ses variétés, évidemment, d'expression, il y a un terrain poétique qui est incroyable. En tout cas, c'est comme ça que tu le vis. Toi, quand tu réalises, par exemple, tu as réalisé combien 6 longs métrages en 6 ans à peu près, mais ils ne sont pas encore tous sortis, mais c'est à peu près ça. Mais on est dans cette presque un par an. Quoi. Un par an, oui. Parce que j'ai écrit pendant longtemps. D'accord. Donc ça a commencé par l'incubation, c'est l'écriture. Ah toujours. Oui, bien sûr, écrire et puis vérifier en fait par la pensée la valeur d'une histoire. Et une histoire n'est... comment je travaille en fait, c'est je pars d'une idée, et cette idée peut être une chanson, un poème, une nouvelle, un roman, un film. Ou un film. Et c'est pas tout à fait la même
je dirais, la même matière mentale. On ne peut pas mettre au cinéma toutes les idées. Comme on ne peut pas... un poème n'est pas une chanson. C'est un autre type d'écriture. Et tu les découvres comment? Parce que tu pars du coup de l'idée. Et Ah après, oui. tu développes et tu sens que cette idée-là peut devenir un film. Parce que je raconte beaucoup et perpétuellement à mes proches, à mes amis ou à des gens que je rencontre en voyage. Je raconte des histoires et je les teste. Et donc tu sens le potentiel de cette histoire-là. Oui, et je travaille aussi comme ça. C'est-à-dire que j'ai une vague idée, et puis je la teste, et puis tout d'un coup, je vois que ça prend. Qu'il y a un petit grain à moudre. Voilà. Mais j'essaie toujours, et c'est comme ça que tu as fait un film avec moi, tu vois comme je travaille, j'essaie vraiment de travailler sur le vif, sur le mystère de la vie. En fait, j'ai pas cette prétention de recréer la vie. J'essaie de la modeler un peu, mais je laisse la vie passer devant moi et devant les caméras. Oui, tu dis, j'ai été un chat. On peut le dire ou pas? Bien sûr. Parce que c'est pas sorti encore. C'est le prochain film. Voilà. Et effectivement, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste, et en même temps, on vit des vraies situations, mais on n'est plus dans quelque chose de réaliste. Est-ce que t'as pas peur, par exemple, qu'on te dise que c'est un cinéma qui se regarde pas et qui touche personne à part ton imaginaire à toi? Est-ce que c'est un truc que tu t'es déjà demandé? Alors, et évidemment, le jugement du spectateur est très très important. Il faut plaire, évidemment. Mais je pense que si on considère que l'expression artistique est un lieu où évidemment il y a une part, on emprunte au réel certains éléments, mais il faut y ajouter des ingrédients qui nous appartiennent en propre. Et là, on est donc dans une fiction. Mais alors la fiction, elle peut être vraiment plausible ou totalement toi, on est dans fantastique. Voilà. Mais là, on est dans le film, en tout cas, qu'on a fait, où tu es un chat, un des petits chats, à côté de Ramina Grobis, incarné par le fameux Jean-Claude Dreyfus. Oui. Il y a évidemment, on est dans un conte. Et le conte est accepté. Oui, c'est accepté. Le public aime, les enfants, tout le monde aime qu'on raconte une histoire. Mais il faut que cette histoire ait des ingrédients qui surprennent, qui soient inattendus. C'est ce que tu appelles le traité d'étonnement. Voilà, ça c'est le titre générique de tous les films, toute la suite de films que j'ai déjà scénarisés et que je m'acharne à réaliser avec les moyens du bord. Les moyens qui sont faibles, enfin plus ou moins faibles, ça dépend des films. Mais oui, étonner, c'est la base du métier, je crois. Oui. Pour désennuyer l'autre. C'est philosophique, finalement. C'est profondément philosophique, profondément, mais c'est en même temps extrêmement simple. C'est-à-dire que c'est l'enfance, en fait, que tu cherches à chercher chez le spectateur, que tu essayes à éveiller. Bien sûr, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas blasé, n'est pas lassé, il dessine, il chante, et tout d'un coup l'adolescent arrête. Et tout part d'une phrase que j'ai lue dans ma bibliothèque personnelle, parce que j'ai toujours, dès que c'était rimé, même très mal, j'ai acheté tous ces ouvrages, donc j'ai des collections. De poésie. Oui, même dans des langues que je ne connais pas. Tu lis, tu découvres ça. Oui, et cette phrase, c'est de Supervielle qui dit « Je ne veux pas tuer l'enfant dont chaque adulte est l'assassin ». Et voilà, j'essaie de pas tuer l'enfant, c'est-à-dire cet esprit curieux, inaccoutumé, pas blasé de la petite fleur qui pousse au bord du chemin. Émerveillé. Émerveillé, et je dirais, effectivement, parce qu'on oublie qu'on est jeté sur une boule bleue dans le cosmos. Alors ça paraît extravagant que de dire ça, mais en fait c'est simplement la photographie du réel. Bien sûr. Et voilà, à partir de... Tout est absurde un petit peu au final. Oui. Dans la réalité. Oui, enfin absurde, je ne sais pas, mais ce qui me paraît certain, c'est que nous sommes dans un voyage dont on ne mesure pas ni l'origine ni l'aboutissement. Voilà. Et donc il faut inventer. Pas oublier de se réjouir, d'être jeté dans ce mystère permanent. D'avoir la chance d'être en vie, finalement. Absolument, oui. Et surtout d'avoir conscience aussi qu'on est en vie. Et ça, c'est... Alors,
En même temps, il faut vivre les pieds sur terre avec toute la contingence humaine. Bien sûr. Et il faut se débrouiller pour poétiser. Et c'est un effort, c'est un combat. Tout à fait. Et avec ton univers du coup qui est singulier, comment on se retrouve à travailler avec Jean-Claude Dreyfus, qui est quand même un monument du cinéma français Absolument, mais c'est quelqu'un qui écoute. Il n'a pas, c'est une, on va dire, une star, comme on dit communément, mais c'est quelqu'un qui écoute les propositions, les projets, les propositions. Et il se trouve que j'ai travaillé avec un comédien qui le connaissait, qui lui a raconté un film qu'on a fait ensemble. Et Jean-Claude a dit, t'es marrant ton bonhomme, présente-le-moi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je lui ai proposé de jouer La Lune, sans lui crever un œil. Et il n'avait jamais joué La Lune, et donc ça l'a amusé de faire ça. Il a dit oui. Il a dit oui, et on a fait connaissance comme ça très rapidement. Et ensuite, je me suis permis de lui proposer un autre film bien plus impliquant. Et il n'avait jamais joué un chat. Donc je lui ai donné le rôle de Ramina Grobis. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui... Évidemment, je ne parle pas de son talent, ce serait ridicule, mais c'est surtout quelqu'un qui a c'était une forme de poète. Il écoute. Il écoute le monde, il écoute les gens. Il ne vous regarde pas avec condescendance. Est-ce que tu as rencontré des acteurs avec qui tu as travaillé, sans citer de nom, mais qui après coup, tu te dis j'aurais pas dû parce que c'était pas à la hauteur du rêve que j'avais? C'est-à-dire où il y avait un truc où finalement ils se sentaient au-dessus de ce que tu pouvais proposer. Est-ce que tu as déjà eu ces rapports-là avec des comédiens ou... Les comédiens, ils ont je dirais, autant de névrose que de qualité. Je dirais que c'est normal. L'orgueil d'un comédien doit être infini. On ne rentre pas sur un plateau si on ne pense pas être génial. Ça ne sert à rien. C'est une mégalo qui est attendue sur le plateau. Le problème, ce n'est pas tellement dans l'action artistique. C'est d'arriver à garder les pieds sur terre et à se dire, tiens, là, je ne suis pas sur scène. Voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de comédiens qui confondent un peu. Qui oublie un petit peu ne serait-ce que la politesse. Voilà. En dehors d'un... Oui, c'est tout simple. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Mais ça n'a rien à voir. Il y a des gens très humbles. Donc tu fais le distinguo entre... Oui, l'humilité n'est pas le synonyme de qualité. Ou l'arrogance, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu es arrogant que tu es bon ou que tu es mauvais, ça n'a rien à voir. Mais je pense que ça dépend vraiment des individus. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est leur... de toute façon, quand ils travaillent avec moi, ils ont quand même saisi un petit peu l'univers, quoi. L'univers mental qui est décalé. Voilà. Tout à fait. Et qui est littéraire et décalé. Tu as d'autres... Donc là, du coup, tu disais, tu as un projet que tu termines avec Jean-Claude Dreyfus sur la Lune. Oui, alors là, c'est le 4e long métrage que je suis en train de terminer, qui s'appelle Save the Moonlight Project. Super. Et c'est un film qui prend la défense de la Lune, car tout le monde veut y aller, mais les poètes sont contre. Voilà. Aller sur la Lune. Oui, les poètes sont contre l'envahissement lunaire qui s'annonce. Et je lance d'ailleurs, je tiens à le dire solennellement, un référendum universel dans ce film pour faire voter toute l'humanité, parce que la Lune, c'est alors là vraiment le spectacle universel. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit, tout le monde est touché par la Lune. Et donc, je suis très heureux d'avoir eu une Lune aussi remarquable que Jean-Claude Dreyfus. Donc ça, c'est celui-là. Et juste après, du coup, le traité 5, là, le traité 4, c'était Save the Moonlight. Et le traité 5, c'est Les clowns ne saignent que du nez. C'est un film muet et qui est encore en voie de tournage. Oui, on a tourné qu'à peu près un petit quart d'heure du film. D'accord. Et là, est-ce que tu as déjà d'autres films en gestation? Oui, alors bien sûr, j'ai déjà tourné d'autres longs métrages. Ah, d'accord. Dont il manque quelques scènes. Parties. Oui, quelques scènes. Et qui seront réalisées quand j'aurai trouvé le décor. Parce que parfois, il faut prendre un peu son mal en patience pour trouver le bon décor. Voilà. Et j'ai l'impression aussi, donc moi j'ai vu le Roi d'ici, celui qui est sorti l'année dernière. Oui, au mois de novembre
2019. Voilà, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans le style aussi, par exemple, je crois que Save the Moon, Moonlight, tu dis qu'il y a beaucoup de monologues, je crois que c'était un peu ça. Oui, c'est un film à sketch. Voilà. Le Roi d'ici, c'est une histoire avec des personnages qui jouent des personnages. Bon, Oui, oui. ils iront voir s'ils veulent. Et après, tu fais du muet, donc même dans le genre que tu choisis, est-ce que ça s'impose à toi ou est-ce que c'est une volonté de changer de genre, d'explorer ailleurs? Oui, rien n'est pire qu'une âme habituée, hein, comme dit le poète. Rien n'est pire que nos habitudes, même quand elles sont subtiles. J'essaie de sortir de ta zone de confort, comme on pourrait dire. Absolument, de me bousculer et puis d'enquêter en fait sur un aspect qui me paraît très important. C'est qu'en fait, alors je fais le sorbonnard, mais en fait il y a 90% des films muets qui ont disparu, qui ont été détruits par les studios, ou le film Nitrate était évidemment très inflammable, donc on a 90% de films perdus, si bien que il y a des chefs-d'œuvre qui ont disparu. Et voilà, je pense que le film muet a été véritablement une création, parce que voir dans un cadre des acteurs parler, le théâtre le propose. Et le parlant est formidable. Le cinéma parlant, évidemment, c'est génial. Mais je trouve que le muet nous fait voyager directement dans l'imaginaire, puisque les gens peuvent faire des mouvements de bouche, mais il n'y a pas de son. Donc on est dans l'imaginaire. Et j'aime beaucoup cette esthétique, ce que permet le muet, ce chemin d'inventivité auquel nécessairement le spectateur est convié, parce que je ne lui impose pas tout. Il y a évidemment une histoire qui est complètement cadrée, mais il est obligé, le spectateur est obligé de réfléchir, parce qu'il doit rendre un peu peut-être sonore dans son fort intérieur ce qui n'est pas dit et ce qu'il comprend. Et donc est-ce que les prochains seront muets aussi? C'est ce que tu veux dire? Non, je pense que c'était lié vraiment à l'histoire que j'ai inventée. Et c'est un enfant qui découvre un livre de La Fontaine et qui va créer sa propre histoire. Donc on est vraiment tout de suite dans l'imaginaire. Et c'est comme ça que je suis rentré dans sa tête et dans le silence d'une réflexion intérieure. Est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que le titre de burlesque, ça résonne quoi chez toi quand on dit... Oui, ça me va très bien, parce que le burlesque est à la fois joyeux, à la fois, je dirais... un peu excentrique, un peu exubérant. Oui, et puis il y a une petite pointe intellectuelle. Le burlesque, il y a une petite provocation. C'est un peu provocateur. Ça feint d'être léger un peu. Oui, alors que c'est très, très mélancolique, je crois, ce que je propose aussi, mais il y a dans le burlesque un décalage qui me paraît... qui me rend joyeux. J'essaie de faire un film que j'ai envie de vivre. Dans les situations... J'ai envie que l'ingénieur du son qui va mixer le film rit encore après 5 passes sur le son. Voilà. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit abouti sur le plan intellectuel, et le burlesque effectivement me correspond pas mal. Donc c'était bien trouvé, j'avais un peu peur, je me suis dit peut-être que tu vas trouver ça pas du tout juste, mais bon, non. C'est super. Si on peut parler de ça un petit peu, est-ce que le fait de faire des films avec, comme tu disais, peu de moyens, c'est une chose qui t'handicape ou c'est une chose qui te donne des ailes? Alors c'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Il est certain que faire ne serait-ce qu'un court-métrage, chacun en voit les problèmes. Alors un long-métrage, ces problèmes sont multipliés par 100 ou par 200, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est une folie. Mais si c'est impossible, ça me plaît. J'ai du mal quand ça ne m'anime pas, ça ne me convoque pas.
Voilà, comme disait Chateaubriand, en seconde ligne, je ne vaux rien. Il me faut la première ligne. Mais, alors évidemment, il y a les avantages et les inconvénients de la pauvreté. Mais la pauvreté oblige l'inventivité. Elle oblige la connivence. Elle oblige la complicité entre les êtres. Puisqu'on travaille avec très peu de moyens, on est forcément, au départ, lecteur assidu du scénario pour voir dans quelle histoire on se lance. Parce que la seule compensation qu'on ait, c'est le plaisir d'être dans ce qu'on considère comme une œuvre d'art. Et est-ce que tu espères quand même en avoir plus de fonds? Est-ce que c'est évidemment une volonté? Non, c'est pas du tout une volonté. C'est pas du tout une volonté. Mon but, c'est évidemment... D'ailleurs, pour te dire la vérité, j'ai écrit des dizaines de films, mais je commence par ceux qui sont réalisables avec très peu de moyens. D'accord. Enfin, très peu de moyens, c'est toujours des milliers d'euros, mais c'est quand même ridicule par rapport à un budget réel. Bien sûr. Donc il y a quand même une volonté, si tu en as la possibilité, d'avoir des fonds et bien sûr, parce que tourner un long métrage vous apprend énormément. Quand on tourne 2, 3, 4, 5, tu apprends à chaque fois. Et au bout d'un moment, tu vois très bien tu vois mieux comment résoudre les problèmes. Parce que ce ne sont que des problèmes. Mais joyeux, des bons problèmes. Et ce n'est pas du tout une volonté de ma part. Mais de faire sans fond, l'argent peut aussi contraindre. Ce n'est pas forcément un avantage pour tout. C'est un gros avantage d'un point de vue logistique, c'est évident. Le casting aussi peut changer parfois, parce qu'on peut communiquer avec des comédiens ou des techniciens, parce que le casting ne s'arrête pas aux comédiens. Il faut que tout le monde s'entende. Faire un casting de techniciens est très important sur un plateau, parce que je dirais que la caméra, elle capte tout. Donc ça, c'est ce qu'on apprend à force de faire des films. Et oui, avoir des techniciens très compétents, et c'est un avantage qui réclame des moyens, évidemment. Puis alors, le costume, le décor, et puis la post-prod, parce que tourner, c'est bien. Je dirais que c'est euphorisant de tourner, mais la solitude d'une table de montage, c'est autre chose. Donc là, il faut des moyens aussi. Et ça, c'est toi qui l'assumes à l'heure actuelle? Non, je ne suis pas tout seul, mais ça prend énormément de temps, évidemment, et c'est une responsabilité technique qui est importante. Donc, et puis le mixage, et puis la musique, parce que tout est artisanal dans les films que je fais, jusqu'à la musique qui est composée à l'image et qui est interprétée par des vrais musiciens. Et avec tout ça, tu arrives quand même à en faire un par an? Oui, mais parce qu'on est une troupe, ça dépend des films, mais on est 50, 70, ça dépend. Et il y a des gens qui sont récurrents et d'autres qui sont éphémères, mais c'est parce que c'est les rôles. Le projet qui veut ça. Quoi. Bien sûr, ça dépend. Et puis les emplois du temps des uns et des autres, évidemment. Pas toujours simple. Écoute, je t'avais parlé d'un moment libre. Est-ce que c'est le moment... Est-ce que tu te sens assez libre pour faire ton moment libre? La liberté n'existe pas. Est-ce que tu te sens assez contraint, du coup, pour le faire? Voilà, donc sous la contrainte, je prends une dernière gorgée. Vas-y, je vais te suivre. Oui, donc ce moment... écoutez, moi, je me suis posé la question. Si j'avais la possibilité de communiquer avec l'homme de Néandertal ou Australopithèque, de connaître leur rapport avec la Lune. Qu'est-ce que ça représentait pour eux? Parce que nous, je vois beaucoup de gens qui sont complètement blasés, ils voient une Lune, voilà, elle est là. Ouais, bon. Mais comment eux pouvaient percevoir cette lumière passagère au-dessus de leur tête? Le phare de la nuit, quoi. Quelle impression, quelles histoires ils pouvaient se raconter à ce sujet. Et ça n'arrivera évidemment jamais, mais tu peux imaginer des réponses et en faire un film. On peut tout à fait imaginer une histoire à ce sujet-là, mais je pense qu'ils avaient conscience que c'était là une horloge. Et parce qu'elle revenait à la récurrence, peut-être. Oui. Je ne sais pas s'ils la considéraient comme belle ou pas. Je n'arrive pas à le savoir. Toi, tu la considères belle? Oui, j'imagine, puisque tu as fait... Ah oui, belle, c'est un symbole, évidemment, de la méditation, je dirais que c'est le petit
le petit lumignon qui est au fond de l'âme, qui est comme une entité chaleureuse, sympathique. Et Plus que le soleil? mais le soleil, c'est la société. Ce n'est pas la solitude. Le soleil, c'est la communauté. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais je pense que pour la réflexion, la lune est favorable. Je pense qu'on réfléchit mieux la nuit que le jour. En tout cas, moi. Donc tu écris la nuit? J'écris seul, dans un grenier à la Charité-sur-Loire, dans la solitude. Et le silence est très important. Oui. Et la lune nous fait comprendre la hauteur du ciel. C'est comme un peu les étoiles. Le soleil nous écrase. On peut regarder la lune, on ne peut pas regarder le soleil. Vraiment. Ce sont des évidences. Mais je pense Australopithèque devait se demander ce qu'elle foutait là. Et peut-être qu'elle a participé à l'évolution de l'intelligence humaine, puisqu'on se demande bien pourquoi. Forcément, pourquoi pourquoi elle revient? Puisqu'en l'espace de 28 jours, 28 et quelques, il devait bien Néandertal devait se dire, tiens, ça j'ai déjà vu, qu'est-ce que ça fout là? C'est intéressant. Oui, je vais regarder la lune différemment. Je te remercie. Et écoute, merci. Et je veux finir. J'ai fait ça pour 3 invités. J'ai bien envie d'avoir ta version. Mais il va falloir faire en un mot. En un mot? C'est pas facile. Hein. En un mot, l'avenir, selon toi, en un mot. L'avenir, selon moi, en un mot. Le premier qui vient, ne te censure pas. Je vais parler d'enthousiasme. Enthousiasme. Ah oui, il faut s'enthousiasmer. Il n'y a pas le choix. Bon, parfait. Enthousiasme, ça m'a beaucoup donné de joie de te recevoir. Je te remercie. Je t'en prie. Puis on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.